Bonsoir, bonsoir à tous. Alors on va attendre un petit moment que tout le monde se connecte. Alors on va commencer doucement. Alors ce soir nous allons parler de comment adapter la reprise, la rentrée avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, avec la pandémie que nous sommes en train de vivre actuellement. Et on a pu analyser que la pandémie est arrivée avec une certaine désorganisation, à désorganiser les États, les institutions, les écoles, et certains même ont eu du mal à se réorganiser de manière efficace et rapide. Donc d'intégrer la pandémie dans la stratégie d'enseignement et d'apprentissage, ça a du sens. Ça a du sens parce que grâce à ça, nous serons beaucoup plus préparés, nous allons avoir beaucoup plus de notions et comme nous serons préparés, nous serons beaucoup moins désorganisés face à une situation, face à l'évolution de cette pandémie. Donc, j'aimerais prendre un exemple que j'affectionne particulièrement sur la réorganisation, ce sont les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, avant de commencer une compétition qui est importante dans leur carrière, ils vont travailler et retravailler, se réorganiser sur les basiques, les fondamentaux de leur sport. Si on prend le cas du tennis, les joueurs de tennis avant une compétition internationale de tennis, ils vont s'entraîner et ils vont aller s'organiser. Et ils vont s'organiser sous plusieurs formes. Et une des formes dans laquelle ils vont aller travailler et aller chercher de l'information, entre guillemets, ça va être sur les basiques, sur les fondamentaux de leur sport. Et les fondamentaux du tennis, par exemple, les basiques du tennis, ça va être le mouvement de la main avec la raquette. Donc, un sportif de haut niveau en préparation d'une compétition, il va travailler sur les basiques, sur le mouvement de la main avec la raquette, mais sans la balle, pour avoir vraiment un geste le plus adéquat possible, le plus automatique possible, et retravailler de manière à ce que ça soit intégré de manière inconsciente, le geste, de manière à ce que quand ce joueur sera face à un match, à la balle, il aura exactement les mêmes réflexes et il aura toutes ces basiques de manière autonome, de manière automatique, intégrées à son mouvement. Donc aujourd'hui, j'aimerais prendre cet exemple et l'apporter sur l'enseignement. Donc dans l'enseignement, les basiques de l'enseignement, ce qui fait partie des basiques de l'enseignement, ça va être le transfert de connaissances. Le transfert de connaissances, c'est l'apprentissage. Et donc, dans le transfert de connaissances, dans l'apprentissage, il est connu maintenant depuis des années que on a besoin de mettre un effort. Et c'est une règle en neurosciences que tout ce qui est impopulaire pour le cerveau demande un effort. Et tout ce qui est populaire pour le cerveau ne demande pas d'effort. Donc, on sait qu'on doit intégrer un effort pour aller apprendre quelque chose, pour un apprentissage, pour chercher à apprendre quelque chose, pour un transfert de connaissances. Donc, il y a un certain effort à intégrer dans l'apprentissage. Et donc, l'effort est important. Donc, ce que je peux rapporter un tout petit peu plus, c'est que nous allons pas nous arrêter à l'effort et nous allons chercher, nous allons analyser, nous allons avoir une réflexion un peu plus loin et nous allons voir comme quoi il y a l'effort, certes, mais il y a l'effort dans quel domaine? Et l'effort dans le domaine de l'attention. L'attention et le temps. L'attention et le temps, les AT, c'est ce qui est proportionnel au savoir. L'attention et le temps est proportionnel au savoir. Si vous allez me donner 1 heure de votre temps, et si vous me donnez 1 heure de votre temps à attention, et vous allez mettre 50% de votre attention pendant cette heure-là, il va y avoir un transfert de connaissances, mais le transfert de connaissances sera à 50%. Tandis que si vous me donnez 1 heure de votre temps à attention pleine, il va y avoir un transfert de connaissances à 100%. Parce que votre attention et le temps est proportionnel au savoir, à l'apprentissage, à ce que l'on connaît, à ce que l'on sait. Donc, on voit qu'il y a l'attention, le temps, un effort, et ça ne s'arrête pas là parce que, d'ailleurs, pour la petite histoire, l'école est rendue obligatoire à l'époque de Ferry, et quand l'école est rendue obligatoire, à ce moment-là, Ferry a rendu l'école obligatoire pour les parents et non pas pour les enfants.
parce que les enfants à ce moment-là, à cette période-là, les enfants souhaitaient partir à l'école, souhaitaient aller apprendre la vie de Jules César, souhaitaient apprendre certaines choses. Donc l'école, Ferry a rendu l'école obligatoire pour les parents. Et l'école est rendue obligatoire pour les parents parce que les parents ne voyaient pas l'intérêt à ce moment-là du pourquoi aller apprendre l'histoire de Jules César pour aller traire des vaches, finalement, ou aller maintenant s'occuper du champ et aller mettre des bottes de foin. Donc toute cette partie-là à l'époque, Ferry a rendu l'école obligatoire sur une notion de temps, mais la question d'attention, elle y était déjà, parce que l'attention, les enfants avaient déjà l'attention, souhaitaient déjà aller apprendre, donc il y avait cette forme d'attention, donc on a rendu le temps obligatoire. Et au fur et à mesure des années, il y a eu une course à l'armement mondial sur capter l'attention. Il y a eu la radio, la télé, Netflix, les YouTube, les Instagram, les réseaux sociaux de manière générale, et tout ça, ce sont des capteurs d'attention, cherchent à capter notre attention et à capter notre temps. Donc, on voit bien que le temps et l'attention, c'est quelque chose de primordial dans l'apprentissage en général, mais dans la vie en général aussi. Donc l'attention, c'est quelque chose réellement de très important. Mais avec cette notion d'attention, on sait très bien qu'on ne peut pas forcer l'attention. La seule chose qu'on peut faire, c'est séduire l'attention. On peut séduire l'attention de la même manière que pour l'amour. On ne peut pas forcer des gens à nous aimer. On peut séduire la personne pour qu'elle nous aime. Et donc, on va intégrer aussi cette notion d'amour dans l'apprentissage, parce que quand on aime un certain domaine, et d'ailleurs, Léonard de Vinci le dit si bien dans son livre, dans un de ses livres, le Codex Atlanticus, si tu veux apprendre quelque chose de manière efficace, offre-toi le luxe d'aimer ça. Pourquoi s'offrir le luxe d'aimer la chose? Parce que tout simplement, quand on a un besoin d'accorder de l'attention et du temps, si on aime la chose, ça sera beaucoup plus simple d'intégrer cette notion et d'avoir cet apprentissage. Donc quand on va aimer la chose, ça sera beaucoup plus simple de mobiliser et de donner de l'attention et du temps. Donc l'amour, l'attention, le temps, les efforts, tout ça c'est ce qu'on va appeler, ça fait partie des basiques de l'apprentissage, des basiques du transfert de connaissances. Et donc quand on va aimer quelque chose, on va pouvoir facilement prendre du temps et plus facilement donner de l'attention maximale, donner de l'attention à 100%. Donc en résumé, on a l'amour, l'amour bien évidemment, on doit l'adapter en fonction de chaque matière, de chaque domaine, et pas seulement dans le domaine, on doit l'adapter en fonction de l'étudiant, en fonction de la personne qu'on a en face. Nous, en tant que formateur, en tant qu'enseignant, en tant que professeur, on a presque l'obligation de transmettre notre passion dans le domaine. Donc, à nous de donner de l'amour. Maintenant, de donner cet amour, on va le donner on va l'adapter à la personne qu'on a en face. Donc, ça veut dire que si dans une classe, on va avoir une vingtaine d'étudiants, une vingtaine d'élèves, on va avoir, entre guillemets, 20 façons de transmettre l'amour, parce que chaque personne, chaque individu est unique, et chaque individu a des notions d'amour. On sera plus à même d'aller donner de l'attention, d'aller aimer quelque chose, chacun en fonction de notre état d'esprit et de notre être en particulier. Donc, on doit adapter l'amour du domaine, l'amour de l'enseignement en fonction de chaque individu. Et donc, l'individu en soi va recevoir cet amour et va avoir une certaine vision du domaine avec de l'amour. Donc, ça va déjà lui donner, entre guillemets, de l'amour, ça va l'attirer en termes d'amour dans le domaine, pour aller apprendre et pour aller étudier le domaine. Donc, on a cette notion d'amour qu'on va l'adapter, et d'ailleurs, cette notion d'amour qu'on va adapter, elle vient avec l'attention et le temps. Si on donne du temps et de l'attention, plus l'amour, on va avoir un apprentissage de qualité, et ça sera beaucoup plus simple, comme on a dit, de donner de l'attention et du temps dans quelque chose
que l'on aime. Donc en conclusion, l'attention, l'amour et séduire, parce que ça aussi c'est quelque chose de très important. On a bien vu que même ceux qui essayent de capter notre attention, les Netflix, les YouTube, ils vont pas forcer notre attention, ils vont séduire notre attention, parce qu'on n'a pas la possibilité de forcer l'attention, de la même manière qu'on n'a pas la possibilité de forcer quelqu'un à nous aimer. Donc on va séduire l'attention, et en séduisant l'attention, on va capter l'attention et on va transmettre l'amour du domaine, l'amour de cet apprentissage. Donc ça va nous apporter vraiment un apprentissage de qualité. Donc, je voudrais conclure avec ça. On a la possibilité, donc avec ces pistes de réflexion, c'est basique, donc avec l'amour, l'attention, le temps, de manière générale, d'intégrer toute cette stratégie, peu importe dans le domaine que l'on est. Si on est professeur de mathématiques, professeur d'anglais, professeur de français, ou même plus encore, que ce soit un cours en physique ou un cours à distance, on a la possibilité d'intégrer ces éléments à l'intérieur pour donner et pour faciliter l'apprentissage et faciliter le transfert de connaissances. Merci à tous de m'avoir accordé ce temps et cette attention. À présent, nous allons entrer dans la seconde partie de cet événement spécial, adapter la rentrée avec la crise économique et la crise sanitaire et la pandémie que nous sommes en train de vivre. Et je vais donner la parole à mon ami, au coach, au conférencier de renommée internationale, David Lefrançois, s'il vous plaît. David, c'est à toi. Comme ça, vous pourrez le réécouter. Merci Sarah. Donc je ne suis pas sûr que pour vous comme pour moi, les choses ne soient pas compromises. Maintenant, c'est sûr que nous allons devoir nous adapter, comme on l'a fait et comme, j'ai envie de dire, comme on l'a toujours fait au fil des années, depuis la nuit des temps. Particulièrement notre peuple. C'était difficile pour moi de préparer cette soirée parce que, en fait, en vrai, je ne savais pas trop quoi vous dire par rapport à cette adaptation, comment réagir. Et je me suis dit, finalement, j'ai pas envie de parler au corps enseignant ce soir. Enfin, si, j'ai envie de vous parler au corps enseignant, mais j'ai envie de vous rappeler tout l'enjeu qui est le vôtre à travers votre institution. Et je crois que, plus que jamais, vous allez avoir à démarrer ensemble une nouvelle année scolaire. Et une fois encore, plus que jamais, vous allez avoir besoin d'être soudés, d'être des équipes. Des équipes qui travaillent de main de fer avec la direction. À l'écoute de l'environnement, à l'écoute des besoins, à l'écoute des parents, à l'écoute des enfants. Et quand on a un enjeu de crise complexe comme ça, par exemple dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise économique. Là, en plus, on a une crise sanitaire. Et je crois qu'on a aussi une crise psychologique qui saura venir. Mais ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des crises économiques. Et on a remarqué qu'à chaque fois qu'on rencontrait une crise économique, ce qu'il fallait surtout faire, c'est revenir sur le mode de fonctionnement collectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un groupe humain, ensemble, il embarque tout le monde et il traverse les périodes difficiles. J'ai eu la chance d'être sur le fronton de la tombe de Gengis Khan. Et sur ce fronton, c'était marqué « Ce qu'un groupe humain veut, il le peut toujours, indéfiniment, et il devient infatigable et immortel. Ce qu'un groupe humain veut, il le peut toujours. » La question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que cette institution puisse se serrer les coudes encore plus qu'hier pour s'adapter par rapport à demain. Et je vais partager avec vous un modèle que je travaille avec les sociétés en crise depuis des années. Et ce modèle, il a le mérite d'être opérationnel, d'être fiable. Et en fait, c'est un modèle sur lequel je vais vous demander à tous de mener une réflexion. Voilà. Et ça va reposer sur plusieurs points. Le premier point, ça va être le coaching utopique. Le coaching utopique, ça veut dire quoi?
comme je vous le disais à l'instant, le coaching utopique, ce qu'un groupe humain veut, il le peut toujours. C'est-à-dire que quand on construit un projet, et le projet qui est le vôtre, il est fabuleux. Okay. Sachez que un projet ne se fabrique pas en fonction du souhaitable, en fonction des moyens que nous avons, en fonction des ressources qui sont les nôtres. Un projet, il se construit toujours à travers le passionnant. Ce que j'appelle moi des projets waouh. C'est, vous savez, ce que vous seriez fier de raconter à vos petits-enfants plus tard. C'est ça un projet waouh. Et vous savez, de raconter bon an, mal an, cette année, on a fait 5% d'élèves en plus, on a ouvert 2 classes en plus. Alors c'est chouette, c'est super, mais pour moi, ce sont des objectifs. Le projet waouh, c'est ce qui doit vous unir. Ce qui doit vous unir, c'est de permettre à des jeunes juifs dans un pays qui devient de plus en plus antisémite de recevoir une parole qui est une parole juste, qui est une parole pleine de sens, en lien avec notre culture, avec nos valeurs, et qui vont permettre de préparer le mindset de ces enfants à vie. Vous avez en plus une particularité, c'est que vous aidez énormément les enfants en difficulté, ce qui renforce la mitzvah. Mais une fois encore, c'est important que dans cette période-là, vous colliez à fond, mais vraiment à fond, avec cette valeur utopique-là. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre job à vous, il est juste exceptionnel. Et excusez-moi, mais coronavirus ou pas coronavirus, ça ne doit pas remettre en question un projet, quoi. Je m'entraîne, moi, avec en kickboxing avec un champion du monde. Il a été 3 fois champion du monde. Et il vise un quatrième titre de champion du monde. Et c'est intéressant de voir à quel point, quand vous travaillez avec des grands champions, à quel point le mindset, il est focus sur le fait que quoi qu'il arrive, quel que soit l'événement qui arrive, bah, ça importe peu. D'accord? Je vous renvoie à toute l'histoire de Viktor Frankl. Je suis sûr que vous connaissez tous Viktor Frankl, inventeur de la logothérapie. Et Viktor Frankl, il va avoir 3 difficultés, qui ne sont pas censées être des difficultés, mais qui vont l'être dans le contexte dans lequel il est. Il est psychanalyste, il est juif et il est à Auschwitz. Si vous lisez les mémoires d'Auschwitz, dans le 3e tome, à peu près au milieu du livre, il y a des geôliers qui parlent d'un monsieur qui arrivait à faire changer leur état interne. Ce monsieur, c'était Viktor Frankl. Juste pour information, Viktor Frankl, il va être dans une section à Auschwitz dans laquelle les nazis avaient décidé de stériliser les juifs pour qu'on ne puisse pas se reproduire. Alors, je vais vous passer la torture dans son détail, mais juste, ils branchaient des électrodes sur les testicules et ils envoyaient des charges électriques très très fortes. Toutes les personnes, sans aucune exception, sont mortes quand on mettait en place cette torture, sauf Viktor Frankl. Et Viktor Frankl, en fait, il va survivre. Pourquoi? Parce qu'il raconte que quand il était au cœur de la torture et que la douleur elle était intenable, il s'est imaginé en train de donner un cours à ses élèves à l'université en leur expliquant comment il avait fait concrètement pour s'en sortir. Et en fait, sans le savoir, Viktor Frankl, il a fait ce qu'on appelle une discognition. C'est-à-dire qu'il s'est coupé de son schéma émotionnel pour rentrer dans quelque chose qui est hyper rationnel. Mais du coup, quand tu es dans le rationnel, tu es moins impacté, moins touché par l'émotion. Et Viktor Frankl, il va rentrer dans ces quartiers, dans un sale état, mais vivant. Et là, il comprend une chose, c'est que ces nazis peuvent le tuer, peuvent le torturer, mais on ne pourra jamais lui retirer sa liberté de penser et d'être. Et il va développer un concept qu'on appelle la proactivité. Ça veut dire quoi? Tout simple. Les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour passer à un niveau supérieur? Les choses étant ce qu'elles sont. Vous savez, mes amis, moi, il y a une chose que je répète souvent aux personnes que j'aime ou à mes clients. Ce qui est, est. Il y a des choses, tu ne pourras pas les changer. Ce qui est,
est. Alors, ou bien tu t'évertues toute une vie à essayer de vouloir que les choses ne soient pas comme elles sont. Et ça veut dire qu'en fait, tu vas te bercer d'illusions. Non seulement tu vas te bercer d'illusions, mais tu vas beaucoup souffrir. Parce qu'en arrière-plan, il y a une partie de toi qui sait que c'est la réalité. Mais toi, tu vas tout faire pour masquer cette réalité. Dans un premier temps, tu le feras de façon cognitive ou psychologique. Tu vas t'inventer des raisons d'être. Et puis un jour, ce ne sera pas soutenable. Donc, tu iras vers des substances illicites, parce que c'est la seule chose qui va pouvoir te donner de la distanciation par rapport à ça. Ça peut être des narcotiques, ça peut être des drogues, ça peut être des médicaments, ça peut être l'alcool, ça peut être un tas de choses qui vont faire qu'à un moment donné, on s'extrait de la réalité. Viktor Frankl, quand il est rentré dans ces quartiers, malgré qu'il était à la porte de la mort, hein, il avait un monsieur qui était pire que lui encore. Et il y a des amis à lui qui lui ont apporté à manger. Viktor Frankl, il a coupé son écuelle en deux et il a donné une partie de sa nourriture. Et les personnes disaient, mais Victor, tu étais au bord de la mort, tu peux mourir. Laisse-moi poser une action qui change le monde. Et c'est important à travers votre projet utopique que vous rappeliez de qui vous êtes, de la raison pour laquelle cette institution elle a été créée et de ce que vous êtes en train de préparer dans l'avenir. Corona ou pas Corona, les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour passer au niveau supérieur? Les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'institution Vetrivka pour passer au niveau supérieur? Adaptez-vous. Aujourd'hui, on a besoin de malléabilité. Vous savez, début décembre de l'année dernière, on a commencé à voir des informations sur le coronavirus. Moi, j'ai une chance. Je voyage beaucoup, je considère que c'est une chance. Je connais aussi pas mal les pays asiatiques. Je suis allé plusieurs fois au Japon ou au Vietnam. Je connais bien ces pays. Je connais bien leur culture. Et j'ai compris que quand j'ai vu ce qui se passait en Chine, j'ai compris que le monde ne resterait pas en reste. Parce qu'il y a trop de personnes qui voyagent en Chine. Il y a trop de choses qui dépendent directement de la Chine en termes de fabrication. Et je savais que quoi qu'il arrive, c'est une question de temps. Mais ce coronavirus, il ne resterait pas chinois. J'avais quelque chose en tête depuis des années, c'était de mettre ma formation de coach. J'ai des institutions en France, au Canada, et je collabore ici aussi avec une institution en Israël pour former des coachs professionnels. Tout est en salle. Et moi, j'ai mené une vraie réflexion. C'est si demain, on ne peut plus se réunir en salle, que devient mon business? Alors, grâce à Dieu, moi, j'ai toujours eu un positionnement via YouTube ou le reste de mes activités où, depuis que j'ai décidé de faire mon alia, j'avais 50% de mon chiffre d'affaires qui était avec les grands groupes, qui allaient disparaître. Et on avait pris la décision avec mon épouse de migrer un tas de pans de connaissances via YouTube et Internet. On a eu un franc succès par rapport à ça, mais en décembre, je me suis quand même posé la question, c'est si demain, on nous interdit de nous réunir comme c'est le cas en Chine, qu'est-ce qui se passe? Et comme c'était un besoin qui était marqué parce que j'étais ouvert sur pas mal de pays, j'ai décidé d'ouvrir la formation en ligne, ma formation de coach en ligne. Ça a été compliqué au départ parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est de permettre à des personnes qui sont séparées géographiquement, qui n'ont aucune rencontre, d'avoir le même niveau d'intégration pédagogique. C'est un enjeu. C'est un enjeu. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était mettre une formation en ligne, mais en m'assurant que le suivi pédagogique fasse que, quoi qu'il arrive, la personne qui sorte avec la certification ait le même niveau d'intégration de connaissances et de compétences à minima que la personne qui est en salle. Alors la bonne surprise, vous savez, c'est qu'on a eu des premières certifications. Et la bonne surprise, c'est qu'on s'est rendu compte que les personnes en ligne, parfois, ils étaient beaucoup plus impliqués que les personnes en salle. Donc, curieusement, on n'a pas eu de déperdition pédagogique. C'était même le contraire. C'était comme si des personnes qui avaient pris la décision, alors je sais bien qu'il y a une grande différence avec les enfants qui sont en apprentissage, mais c'est juste pour vous dire que la charge pédagogique, la différence pédagogique n'est pas une excuse valable pour dire qu'on ne peut pas enseigner, qu'on ne peut pas transmettre. D'accord? C'est complètement utopique que de croire ça. Tout a migré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, absolument tout a migré. En quelques mois, le monde entier a travaillé à distance.
Le monde entier s'est adapté. Alors, certains, beaucoup mieux que d'autres. C'est certain. Certains ont réfléchi comment avoir peut-être plusieurs caméras ou pouvoir faire passer des slides. Ok? Comment avoir une caméra de qualité comment avoir un son de meilleure qualité pour que tout l'enseignement pédagogique puisse être respecté et surtout respectable. Donc, une fois encore, ce que je veux dire par là, c'est que ces dimensions utopiques, elles ne doivent absolument pas être contrecarrées par des événements qui sont des événements extérieurs. Les choses étant ce qu'elles sont. On n'a aucun impact sur le corona. On n'a aucun impact sur sa progression. Même si on a un tas d'idées, vous savez, moi j'ai des idées incroyables sur ce qu'on pourrait faire pour peut-être limiter cette pandémie. Mais croyez-moi, personne ne m'écoutera. Ok? Parce que ce que je vais dire n'arrangera tellement pas de gens dans le grand nombre que ça posera problème. Mais une fois encore, il y a un tas de choses dans notre business, il y a un tas de choses dans nos institutions sur lesquelles on peut avoir la main. Et ça va nous demander que nous, on s'adapte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comprenez une chose, on va demander à nos enfants, à nos stagiaires, à nos clients, de s'adapter. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous, on s'adapte? Est-ce que nous, on est resté attentif ou est-ce qu'on a été proactif? Est-ce que nous, on s'est posé la question, les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que je peux faire pour passer à un niveau supérieur maintenant? Les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre institution, la vôtre, la mienne, devienne encore meilleure que les autres, apporte un meilleur service? Par exemple, quand il y a eu le coronavirus, j'ai créé un mouvement, vous n'avez pas aimé le nom, mais ça s'appelait Fuck Coronavirus. Okay, et Fuck Coronavirus, c'est un mouvement sur lequel tous les jours, je donnais des podcasts, tous les jours à 17h, heure française, je faisais intervenir un intervenant. Il y avait des médecins, il y avait des personnes de la médecine chinoise, il y avait des professeurs, il y avait des gestionnaires. Le but, c'était de dire, venez, on est tous ensemble, on se retrouve. J'ai donné accès aussi, grâce à des partenaires, grâce à des amis. J'ai appelé tous mes potes et je leur ai dit, voilà les gars, le monde entier va être confiné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? J'ai appelé un de mes amis qui a fondé une société qui s'appelle Z Fitness, qui donne des cours de fitness vidéo pour les hôtels, pour les centres de fitness. Il a mis à disposition 200 cours de fitness. On a mis à peu près 300 heures de développement personnel et de développement professionnel pour que tous les jours, les personnes aient de la nouveauté. On s'est bougé. On s'est bougé. C'est-à-dire que, vous savez, face au changement, et le coronavirus, il a été violent en termes de changement. C'est-à-dire qu'il a été tellement violent qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. C'était très difficile d'anticiper ce qui est arrivé, et d'un point de vue sanitaire, et puis d'un point de vue économique encore plus. Mais une fois encore, le temps de latence de réaction face au changement, il est déterminant aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai des concurrents, par exemple, qui vont commencer à donner des formations en ligne. C'est trop tard. C'est trop tard, parce que d'abord, on a pris une grande partie du marché, premièrement. Ensuite, ils n'ont pas l'expertise. Ils n'ont pas développé tout ça, donc certains vont arriver sur un secteur qu'ils ne savent pas aborder. Ils n'ont pas tout le réseau qu'on a construit. Donc, pour beaucoup de mes confrères vont mourir par manque d'adaptation ou d'anticipation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Et c'est ça, vous savez, je ne suis pas du tout au clair avec les théories darwiniennes sur l'être humain, mais par contre, cet homme était un classificateur de génie. Et il y a une chose qui est dans son analyse est particulièrement juste, c'est que les espèces qui survivent ne sont pas les plus intelligentes, ne sont pas les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le mieux. Posez-vous cette question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous devez faire pour que votre institution, elle puisse s'adapter. Et puis, autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire pour m'adapter dans cette institution? Comment je peux faire pour m'adapter? Ça change. C'est vrai qu'on va vous demander des choses en tant que prof qui sont hallucinantes. D'accord? Là, je viens d'entendre parler que
Il va y avoir vraisemblablement y avoir le port du masque qui sera obligatoire dans les écoles. C'est compliqué tous les jours d'avoir et des élèves à qui tu imposes le masque, et puis toi d'avoir le masque est imposé. Les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter et faire que ça m'atteigne le moins possible. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je demande à chacun d'entre vous de se poser des vraies questions de fond sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre tout ça plus léger. D'accord? Et soyez tous porteurs de propositions. Et c'est comme ça qu'on fait avancer un projet utopique. Après, le coaching utopique, on va aller sur le coaching pédagogique. Alors, le coaching pédagogique, il est très particulier. Parce que ce coaching pédagogique, c'est quoi? C'est que, malgré le fait qu'ils nous aient donné le coronavirus, les Chinois nous ont donné aussi quelques idées, parce que parfois, quand on ne sait pas, c'est chinois ou grec. Mais nos amis asiatiques nous ont enseigné quelque chose qui est très important. C'est important d'avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. D'accord? Ça veut dire que plus tu as un projet utopique à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, plus tu dois avoir des exigences et des objectifs à 10 secondes. Ça veut dire quoi? Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue qui m'a marqué quand j'étais gamin. Plus jeune, ça reste entre nous, tout ce que je dis là ce soir reste entre nous, d'accord? Plus jeune, j'avais falsifié ma carte d'identité pour pouvoir travailler chez McDonald's. Voilà, j'avais fait une photocopie de carte d'identité et j'avais pris la carte d'identité de mon grand frère et qui était un peu plus âgé de 5 ans. Et j'avais modifié les choses et bref, le gérant du McDonald's y a vu du feu et alors qu'ils autorisaient qu'à partir de 16 ans, à 14 ans, je travaillais chez McDonald's. Et un jour, il va se passer quelque chose d'énorme. On est à Rouen, petite ville de province, et le numéro 2 de McDonald's Monde va passer visiter le McDonald's de la rue Gros Horloge, qui est la rue piétonne la plus importante de Rouen. Donc, je n'explique pas, tout le monde pleine bourre. C'est-à-dire qu'on est taillé à 4 épingles, tout le monde est bien repassé, et le manager, celui qui avait investi dans la franchise McDonald's, il avait appelé Paris-Normandie, FR3. Enfin, pour moi, c'était magique de voir toute cette agitation pour un homme, un Américain qui va passer. Et puis à l'heure fatidique, cet homme, il se présente, il se pose devant la porte et il n'entre pas. Il n'entre pas et le manager qui est là, qui est en panique, il fait appel à la public relation qui est là, qui lui dit non, mais en fait, il a pris la décision d'aller voir l'autre McDonald's, rive gauche. Et le gars dit, mais comment? J'ai fait venir tous les journalistes, il ne peut pas me faire ça. Et il dit, non, mais vous avez des traces de doigts sur la porte. Et pour lui, quand c'est sale devant, c'est sale dedans. Et que c'est une des exigences que McDonald's a, c'est que tout soit extrêmement propre. Alors, il ne rentrera pas chez vous. C'est juste important de comprendre que, même si ça paraît complètement dingue ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne peux pas avoir le projet de devenir la plus grande fabrique de fast-food du monde sans avoir un niveau d'exigence qui frôle la perfection. Alors, je sais que ce que vous allez me dire, est-ce que McDonald's, c'est de la perfection? Tout à l'heure, vous allez voir que Benjamin nous a parlé des basiques, je vous en parlerai juste après. Il n'en demeure pas moins que quand vous mangez des frites chez McDonald's, ça m'est arrivé de voir un McDonald's en Inde. Je suis très content de voir un McDonald's en Inde et de manger des frites en Inde parce que j'étais sûr que ces frites en Inde seraient les mêmes qu'en France. Et j'avais raison. Pourquoi? Parce qu'il y a des procédures, il y a des règles. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun d'entre vous doit se fixer. Chacun d'entre vous ce soir, vous devez vous fixer un objectif ambitieux et élevé. C'est-à-dire qu'en cette période-là, d'avoir des objectifs du style « Ah, mais si on fait aussi bien que l'année dernière,
ce serait pas mal. Je vous dis, avec ce genre d'attitude, vous êtes mort. Ok? Parce que vous n'aurez pas du tout la motivation pour faire face aux difficultés que vous êtes en train de rencontrer. En revanche, si vous arrivez à mobiliser votre force tout entière en disant, voilà, eh bien moi je me fixe comme objectif, quoi qu'il arrive, peu importe l'indicateur que vous allez choisir, je décide moi de faire mieux que l'année dernière, de m'engager de faire mieux que l'année dernière. Ben, vous allez voir que cette simple décision, et je vous rappelle que décision, ça vient de décédérer, et décédérer, ça veut dire trancher. D'accord? Cette simple décision, elle va vous permettre d'avoir un regain de motivation qui est énorme. Parce que ne nous y trompons pas, mes amis, ce soir, tout l'enjeu de votre rentrée scolaire repose sur la motivation de chacun. Et je sais que quand on est sorti de plusieurs mois de confinement, de plusieurs mois de tâtonnement entre des devoirs à la maison, du suivi scolaire via Zoom, il y a franchement de quoi être découragé. Et je suis sûr et certain que le moral de chacun d'entre vous n'est pas au bout fixe. Mais ce moral, il ne peut changer qu'à travers le fait que vous fixiez un nouvel objectif extrêmement ambitieux. Un objectif qui fait que... Un objectif performant. Alors, pourquoi performant? Performant, ça vient de performare, et performare, ça veut dire pour se former. Ça veut dire qu'un objectif de performance, c'est un objectif qui fait que quand je vais l'atteindre, je me serai réalisé et je serai passé à un niveau supérieur. Et une fois encore, je sais que vous travaillez pour une institution. Je sais que vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis là ce soir. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que vous préférez aujourd'hui avoir de l'énergie et aller au travail ou être complètement découragé? Parce que ne croyez pas, mais moi je ne crois pas du tout au cloisonnement, travail, maison. Vous savez, quand on passe une grande partie de son temps dans un job dans lequel on n'a plus le feu sacré, je vous mets au défi d'avoir la pêche le soir, quoi. D'accord? Ne croyez pas que cette baisse de motivation, elle ne va pas impacter tout le reste. D'accord? Elle ne va pas induire des choses. Ne pensez pas que si vous êtes profondément démotivé, vous serez à même de motiver vos enfants à faire, par exemple, leur scolarité. Je vous le dis, c'est presque impossible. C'est la raison pour laquelle c'est important de la cultiver, cette motivation. Et que l'une des sources les plus importantes en termes d'estime de soi et de positionnement de vie, c'est le travail. Donc chacun d'entre vous, je vous invite à vous positionner et vous dire, tiens, quel objectif cette année je me fixe qui me permettrait vraiment de me dire, waouh, cette année, elle n'a pas été comme les autres. Cette année, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. Cette année, je suis devenu quelqu'un que je n'étais pas hier. Et vous allez voir que le simple fait d'avoir cet engagement-là va vous redonner de la motivation. Et quand on a de la motivation, après, les choses sont beaucoup, beaucoup plus faciles. Donc d'abord, un coaching utopique avec un projet rêve sur lequel on doit tous en permanence vous rappeler. Et là, j'invite toute la direction de Betrivka de dire, rappelez-vous quel a été le leitmotiv à la création de Betrivka et c'est quoi votre job, quoi. C'est quoi votre raison d'être? Et aujourd'hui, cette raison d'être, elle n'a aucune raison pour être mise en question. Plus encore, cette raison d'être, elle a encore plus de raison d'être aujourd'hui qu'hier. J'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Jim Collins. Ça ne vous parle peut-être pas. Jim Collins, en fait, c'est un homme fabuleux. Un prof d'université américaine. Et pour l'histoire, Jim Collins, un jour, il est en train d'enseigner dans un MBA à ses élèves les règles et stratégies d'une entreprise qui réussit. Et il y a une de ses élèves qui lui dit, monsieur, comment on sait, comment on est sûr que ces stratégies sont les meilleures? Qu'est-ce qui nous garantit que si demain, par exemple, on met la stratégie en place de Google ou de Facebook, on aura les mêmes résultats? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise réussit vraiment? Alors, Jim, il m'a dit, c'est David, j'ai fait une pirouette cacahuète, mais je peux te garantir que cette élève, elle m'a vraiment remise en question.
Et quand je suis rentré le soir, j'ai appelé l'un de mes meilleurs amis qui fait exactement le même boulot que moi à 200 km dans une autre université. Et je lui ai dit, tu sais, cette gamine, elle a raison. Elle nous interpelle. Comment toi et moi, on n'a jamais travaillé dans les entreprises. On est des docteurs, des PhD en stratégie d'entreprise. Qu'est-ce qui nous garantit que ce qu'on enseigne, c'est la vérité, c'est de qualité? Alors, sans pas, tu dis, mais attends, à cette gamine, tu devrais lui répondre quoi? À cette gamine, je devrais répondre que si vraiment on devait prendre des critères de réussite pour une entreprise, ce serait sa rentabilité, premièrement. Et puis ensuite, sa durabilité. Parce que si une entreprise a plus de 100 ans, elle a traversé des âges. Donc le gars, il dit, mais pourquoi on ne mène pas une étude? Tu as une armée d'étudiants, j'ai une armée d'étudiants. Viens, on collabore de deux universités et on mène des études. Si par exemple, le niveau de rentabilité du secteur il est de 1, on prend une rentabilité à 3. Et le deuxième critère, on prend que des entreprises centenaires. Pourquoi une entreprise centenaire? Parce qu'une entreprise centenaire, ça veut dire qu'elle ne repose pas sur son dirigeant. Ça veut dire qu'elle repose sur des valeurs, sur une culture d'entreprise. Et ils ont mené la plus grande étude d'analyse stratégique du monde. Parmi ces entreprises-là, sur les 816 entreprises, il y a des entreprises françaises. Et c'est intéressant de voir à quel point tout ce qu'on apprenait à l'école en termes de management était faux. Et les personnes vous disent, vous savez, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui va développer deux choses. D'abord, être très au clair sur ses valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs conservatrices très fortes. Les valeurs, ça répond à qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour moi. Ok? Et bien, on s'est rendu compte qu'il y a un tas d'entreprises qui sont devenues multimilliardaires, qui ont traversé les âges, d'autres qui n'étaient pas multimilliardaires, mais qui ont traversé les âges, très rentables, et toutes ont un attachement à des valeurs qui sont phénoménales. La deuxième chose, ils ont une pensée progressiste. C'est-à-dire que j'ai un socle de valeurs qui ne change pas, malgré les âges, malgré les guerres, malgré les assauts, malgré l'occupation. Ça ne change pas. Mes valeurs restent les mêmes. Mes valeurs restent prioritaires. Mais par contre, je développe de la pensée progressiste et en permanence, j'améliore ma qualité, mon produit, mon service. Et ça, mes amis, c'est ça aussi la structure utopique et pédagogique. C'est vraiment être dans cette capacité de dire, quoi qu'il arrive, d'un point de vue purement utopique, pendant cette période-là, votre institution, elle s'est toujours construite sur des valeurs. Il est important de les rappeler, il est important de les mettre en avant, et il est important de les vivre. Parce que, vous savez, je vais vous dire ce que je pense profondément des valeurs. Les valeurs, c'est parfaitement utile et profondément inutile. Voilà. C'est utile que si et seulement si tu as des comportements qui sont en adéquation parfaite avec ces valeurs. Vous savez, moi, des entreprises qui criaient on a un système de valeurs dans lequel l'éthique, le respect humain est le socle même de l'ingénierie sociale de l'entreprise. Et ces entreprises, c'était juste des fous qui multipliaient les burn-out sans arrêt, dans lesquels le respect de l'humanité était complètement désavoué. Donc, je veux juste que vous compreniez que les valeurs, ce n'est pas tout de les afficher. Les valeurs, c'est important de les vivre, de les incarner. C'est facile de dire tu es généreux. L'es-tu vraiment? Okay? Donc, comprenez que chaque fois qu'on va être dans cette logique-là, vos valeurs, aujourd'hui, plus que jamais, vous devez y coller. Parce que votre institution, elle s'est appuyée sur des très, très belles valeurs. Des valeurs sociétales, des valeurs sociales, des valeurs du judaïsme. J'ai beaucoup de peine quand je vois tout ce qui se passe jour après jour en termes au niveau antisémite en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, croyez-moi, votre métier, pour le réussir, pour moi, c'est de l'ordre de la croisade. D'accord? Pouvoir enseigner l'école avec les valeurs juives, aujourd'hui en France, franchement, vous êtes des héros, quoi. Et j'honore beaucoup plus ce genre de choses que n'importe quel type de comportement. Donc, vos valeurs, elles sont essentielles et plus que jamais, il faut les rappeler. Maintenant, posez-vous une autre question, c'est comment je peux avoir la pensée progressiste? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre les choses plus accessibles?
Qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter au corona? Qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter à la formation à distance? Qu'est-ce que je peux faire sur les différentes contraintes que va m'imposer l'État? Posez-vous un tas de questions et tout de suite, vous cherchez des choses, des comportements. Vous savez, il y a une chose que j'aime dans ce pays, Israël. À un moment donné, naturellement, le coronavirus, il a touché très fortement les restaurants. Et pour ceux qui connaissent Tel Aviv sur le Kikar Rabin, il y a plein de restaurants autour. Et la mairie a décidé tout de suite que la place centrale serait réservée pour les restaurants. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, OK, vous avez des restrictions parce que vous devez avoir la distanciation sociale. C'est pas grave. Tout de suite, vous prenez la place et puis vous adaptez, puis on verra. Moi, j'ai bien aimé ce on verra. C'est d'abord tout de suite, on s'adapte, bien on tente. Ne ferme pas ton restaurant. Ouvrez, mais par contre, respectez les distanciations sociales. Et prenez de l'espace. Si on avait fait ça en France, les personnes vous auraient dit non, selon la réglementation X23 du code civil, vous ne pouvez pas dépasser de 20 cm sur le trottoir, donc je vais vous demander de ne pas le faire. Soyez pragmatique, adaptez-vous, mais toujours aller chercher des solutions. Adaptez-vous, quoi. Vraiment, adaptez-vous. Peu importe ce qu'on va vous donner comme restriction. Vous n'allez pas arrêter votre institution. Vous n'allez pas arrêter d'enseigner. Donc aujourd'hui, écoutez-moi bien, vous n'avez pas le choix de vous adapter. Vous devez vous adapter quoi qu'il arrive. Okay, mais c'est une mentalité de s'adapter. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une volonté première de se dire, OK, c'est comme ça, vas-y, c'est comme ça, vas-y, discute pas, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Moi, c'est un mot que j'aime vraiment. Et dès qu'il y a mes clients qui me racontent, oui, vas-y, tu peux me raconter toute ton histoire, c'est oui, OK. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, OK. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement. Tu changeras ton père, non? Tu changeras ta mère? Non. Ta belle-mère? Encore moins. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voilà. Parce qu'à un moment donné, des proches disaient, il faut mieux un imbécile qui avance que des intellectuels qui réfléchissent. Je crois profondément ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Votre école, votre institution, si elle veut survivre, elle doit s'y prendre différemment. Si elle veut continuer la mission qui est la sienne, elle doit s'adapter. Adaptez-vous mieux. Notre peuple s'est toujours adapté. Notre peuple, il a toujours été puissant parce que sa puissance d'adaptation a toujours été parfaite. Long, parfois, la compréhension, sur quelques centaines d'années, mais on s'est toujours adapté. Et vous savez quoi? On est encore là. C'est un peuple qui grandit, c'est un peuple qui fait son alia. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 50 000 Américains qui vont débarquer là cette année, une très grosse aliote de 50 000 Américains. Et regardez ce qui est en train de se passer. On a notre pays est en train d'évoluer. Il y a des nouveaux accords qui sont en train d'être passés avec les pays arabes, qui auraient pu l'envisager ne serait-ce qu'il y a 2 ans, 3 ans, okay, 10 ans encore moins. Donc c'est juste important de comprendre que notre peuple tout entier a survécu par l'adaptation. Parce qu'on est malléable, parce qu'on s'adapte. Parce que dans les fondements même de la Torah, on doit s'adapter par exemple au pays dans lequel on est, dans ses règles, dans ses rituels. Et ça, c'est important de comprendre que si on intègre ça et qu'on le fait vivre à travers notre institution et notre boulot de tous les jours, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. C'est juste pas possible. Il faut juste pour ça se rappeler de qui on est. Okay, et d'être fier de l'être. Donc, coaching utopique, coaching pédagogique, coaching basique. Rappelez-vous les gestes élémentaires de base. Tout à l'heure, Benjamin vous en a parlé un tout petit peu. Les basiques, c'est quoi? C'est de toujours se rappeler que, quel que soit le métier que tu fais, il repose toujours sur des gestes et des règles élémentaires de base. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais vous raconter 2 histoires, 2 anecdotes pour illustrer ça. Un jour, j'organise un team building avec mes équipes. Donc, on est à Aberpoche, une petite station de sport d'hiver. Et j'ai un de mes formateurs qui est là avec moi, qui s'appelle Edgar Gros-Piron. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, Edgar Gros-Piron, mais Edgar Gros-Piron, c'est encore aujourd'hui
le skieur français le plus titré. Il a été plusieurs fois champion du monde et olympique. Enfin, champion olympique et plusieurs fois champion du monde. Et il œuvrait dans le ski de boss. Et c'est intéressant parce que Edgar, l'image qu'on pouvait avoir de lui, c'était un jeune foufou, mais alors que ce n'est pas du tout le genre. C'est un vrai compétiteur. Et je suis avec Edgar, on est en train de monter le télésiège ensemble. Et quand moi, donc là on parle, et il me parle de cette fois où, à Albertville, en France, il avait annoncé, écoutez-moi bien, 2 ans avant les Jeux Olympiques d'Albertville, qu'il gagnerait à Albertville et qu'il serait champion olympique dans son pays. Parce qu'il a dit, voilà, c'est dans mon jardin, il est hors de question que quelqu'un d'autre me prenne. Donc quand vous avez quelqu'un qui annonce 2 ans avant, c'est moi qui vais gagner, je peux vous garantir que ça irrite un petit peu les journalistes qui attendaient qu'une seule chose, c'est qu'ils se plantent. Et il me disait, en fait, j'avais beaucoup de pression médiatique, pression des différents partenaires qui disent ne vous plantez pas, pression des compétiteurs. Et tu dis-moi, quand tu es le jour de la finale, tu es en haut comme ça, tu as le prompteur qui va commencer à descendre les chiffres. Tu as le décompte. Tu entends tous les gens qui hurlent ton nom. Il y a une neige énorme qui tombe. À ce moment-là, à quoi tu penses? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que moi, je pense que dans la vie, on a tous des momentum. Ces momentum sont des moments très particuliers dans lesquels je vais vivre quelque chose d'exceptionnel où tout ce que j'ai appris s'incarne. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être un moment de compétition magique. Moi, j'ai fait, par exemple, pendant 12 ans, j'ai fait de la compétition de karaté. J'ai vécu des moments, des momentum assez géniaux. Voilà. Où tout ce que tu as appris à l'entraînement va s'incarner sur un geste, par exemple. Et là, je lui pose la question, je lui dis, Edgar, c'est quoi à quoi tu penses à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Et il me dit, bah, à planter 2 fois les bâtons. Je dis, pardon? À planter 2 fois les bâtons. Parce que tu vois, David, si je ne plante pas bien 2 fois mes bâtons, si je le fais juste 1 fois 3/4, je perds un tout petit peu de vitesse. Et comme je vais perdre un peu de vitesse, chaque fois que je vais taper dans la bosse, je vais la taper 1 centimètre en dessous. Chaque bosse va me ralentir. Du coup, je vais tout prendre dans les genoux. Je vais perdre ma vitesse, donc je ne pourrai pas faire les figures à l'excellence que je veux faire. Je vais devoir tout compenser et je prends des risques. Donc la seule chose à laquelle je pense, c'est d'être concentré sur le geste élémentaire de base. Et en fait, j'ai eu la chance d'accompagner les grands sportifs de haut niveau. Tous ont cette capacité de s'entraîner. Tout à l'heure, Benjamin disait très bien, c'est incroyable de voir qu'un champion qui a gagné Roland-Garros, le lendemain, vous le voyez à l'entraînement, quoi. Tu as envie de dire, vas-y, pose-toi, tu as gagné Roland-Garros, vas-y, détends-toi. Oh là, détends-toi. On va te préparer une kaila, quelque chose de très sympa. Il faut que tu goûtes, il faut que tu connaisses la kaila, c'est essentiel. Mais vas-y, détends-toi, prends des vacances. Et le mec, il dit, non, moi je m'entraîne. Je m'entraîne parce que je ne peux pas me permettre de rater un entraînement. Mais tu avais dit jamais, oh, c'est acté, ton coup droit, tu sais faire. Mais en fait, la personne va te dire, je ne peux pas me permettre de zapper un entraînement, sinon je me donne une autorisation de ne pas faire les choses. Donc peut-être que mon entraînement demain, il ne sera pas à 100% parce que j'ai fait la fête, parce que j'étais très fatigué par ma compétition. Ce n'est pas grave. Mais je vais m'entraîner et si je ne progresse pas, je ne vais pas régresser. Donc déjà, dans le monde sportif, c'est assez intéressant. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon expérience avec Continent. Continent qui a été racheté par Carrefour, supermarché, avec un slogan qui s'appelle Continent, l'achat gagnant. Quand j'étais jeune, j'avais un rôle qui était très important. Pour payer mes vacances, je travaillais chez Continent pendant l'été. Et j'avais l'un des rôles les plus importants du supermarché, c'est-à-dire que j'alignais les boîtes de conserve. C'est un métier d'aligner les boîtes de conserve. Vous levez à 4 heures du matin, vous arrivez à 6 heures. À 6 heures, vous recevez 3 transpalettes de 1000 boîtes de conserve que vous devez aligner au micron près. Pourquoi vous devez les aligner avec toujours la même publicité, la même image? Parce que, en fait, les règles de la PLV, publicité sur le lieu de vente, vous disent que quand on regarde un linéaire et que tout est bien aligné, ça favorise ce qu'on appelle le regard sensuel. Et le regard sensuel favorise l'impulsion d'achat. Maintenant, vous devez savoir qu'un supermarché,
65% de son chiffre d'affaires, c'est d'impulsion d'achat. Donc, vous êtes en train de préparer un moyen qui va permettre 65% au supermarché de réussir. Donc, je peux vous garantir que les gars, ils sont d'une exigence sans borne. Tu dois aligner ces boîtes de conserve. Et en fait, donc tu arrives, tu alignes tes 1000 boîtes de conserve, et à 10 heures, tu as le chef de rayon qui passe. Sauf que lui, il n'a pas affûté ses basiques. C'est-à-dire que d'abord, il arrive, il regarde les conserves, il ne vous a pas calculé, hein. Il n'a pas dit un mot, pas un bonjour, pas un merci, pas comment ça va. Lui, il a débarqué depuis une demi-heure. Et sur les 1000 boîtes de conserve, c'est sûr d'une chose. Il y en a une qui n'est pas alignée. Et il va faire ça. Donc là, on est 3, 2 garçons, une fille. Le mec n'a toujours pas le sens de la parole. D'accord? Il pointe la conserve du doigt et il fait « Vous appelez ça de la qualité totale, vous ?» Et il part sans se retourner. Heureusement d'ailleurs. Parce que s'il se retournait, il verrait un geste que la morale réprouve qu'on appelle un bras d'honneur. Chez les hommes comme chez les femmes. Sauf que ce même type-là, il va arriver à 11 heures avec un Telex, c'était l'époque du Telex, et dire messieurs, mesdames, le groupe organise un concours d'épicerie sèche. Et j'entends bien que nous soyons les premiers. Et bien, si vous regardez dans l'œil là de chacun des comparses, vous verrez ce même bras d'honneur. Parce qu'en vrai, on se défonce pour des hiérarques qui le méritent. Vous savez, je ne vous apprends rien. D'une personne qui a un bac plus 5, il a eu en moyenne entre 180 et 307 profs. C'est la moyenne. Sur ces 180 à 300 profs, il va se rappeler de 4 profs. 4 profs. Un qui était atypique, très bizarre. Un qui a été exceptionnel et qui lui a donné la vocation. Et 2 autres qu'il a envie de buter. C'est le genre de personne, si un jour tu roules en Mercedes, tu seras bien content d'avoir la croix pour être sûr de ne pas le rater quand il va traverser la route. Comprenez une chose. Qu'est-ce qui fait que sur 300 profs, il y en a un seul, qui est à même de modifier ta vie? Maintenant, je suis sûr que je ne me trompe pas en vous disant ça. On a tous été bons dans des matières dans lesquelles on a eu un professeur passionné, passionnant et positif. Passionné, passionnant et positif. Passionné par la matière qu'il enseigne. Passionnant dans sa capacité à la transmettre. Une capacité qui s'adapte. Okay ? Le nombre de fois où j'ai eu des professeurs qui étaient passionnés par la matière mais qui n'étaient pas passionnants. Pourquoi ? Parce que le mec, il restait dans son monde à lui, dans cette espèce de sphère dans laquelle certainement il était bon, hein, mais sa sphère était inaccessible. C'est-à-dire que la façon de me le transmettre me donnait envie de vomir. Voilà. Et vous savez, le problème parfois avec l'éducation nationale, c'est qu'on vous dit il faut qu'ils intègrent ce programme. Donc on va prendre le programme et allez, non, j'en peux plus, encore. Non, 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 non. Être passionnant, c'est un métier. La question, c'est quel genre de professeur êtes-vous? Quel genre de professeur vous avez envie d'être? Parce qu'un professeur passionnant, ce n'est pas quelqu'un qui se passionne simplement pour sa matière. C'est quelqu'un qui va la rendre accessible. C'est quelqu'un qui va faire que chaque élève, j'ai bien dit chaque élève, puisse y avoir accès. Je pense que vous connaissez l'école Maïmonide, Maïmo à Paris, Boulogne-Billancourt, Boulogne. Il y a eu une grande conversation avec la directrice, pour qui j'ai donné une conférence, ça a 2 ans. Et je lui dis, vous savez, je suis le beau-père de Shai Benita. Un bien, Shai, comment il va? C'est quand même bien. Parce que elle me disait, vous savez, on a des super valeurs, c'est important, des grands taux de réussite. Je lui dis, vous savez, pardonnez-moi, mais ce genre de discours, ça passe pas du tout chez moi, en fait. Parce que pour moi, ça,
avec tout le respect que je vous dois, c'est du bullshit. Elle me dit, comment ça? Je dis, on va prendre un cas concret. Mon fils Shai. Shai, à un moment donné, il était limite avec la moyenne. D'accord? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez demandé de sortir ailleurs. Parce que vous savez que peut-être le rythme, peut-être la difficulté scolaire ferait que sur les années qui allaient venir, il allait décrocher. Peut-être. Peut-être vous aviez raison. Maintenant, c'est intéressant. Donc, est-ce que la réussite de votre école, elle tient au fait que vous sélectionnez ceux qui ont un bulbe rachidien qui est plutôt bien fait, ok, et qui sont passionnés pour l'école? Et dans ces cas-là, excusez-moi d'avoir 100% de taux de réussite, mais n'importe quel imbécile peut le faire. Il suffit juste de sélectionner le cerveau. Ou est-ce que enseigner, c'est permettre à la personne qui est la plus loin de revenir? Est-ce que enseigner, c'est pas proposer une teshuva quelque part? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est passionnant. Le PSG ne m'intéresse absolument pas. Ils ont tellement de moyens. Ils peuvent acheter les meilleurs joueurs du monde entier. Mais même avec ça, parfois, ils ne gagnent pas. D'accord? Moi, ce qui va m'intéresser, c'est un club de province qui n'aura peut-être pas les résultats, mais qui a fabriqué, qui a pris des joueurs qui n'étaient pas les meilleurs, mais ils ont su s'adapter, ils ont su travailler ensemble, ils ont su évoluer ensemble, ils ont su grandir ensemble. Et c'est là où ça devient quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Donc, je veux juste que vous compreniez que être passionné, ce n'est pas suffisant. Être passionnant, c'est encore mieux, et être positif. Soyez positif. Franchement, on vit dans un monde, tout le monde est tellement, tellement, tellement négatif que quand on a une personne qui va nous donner une piqûre de bien-être, une piqûre d'espoir, c'est tellement bon. En plus, on est dans le mois de Elul, c'est vraiment le mois où on doit avoir cet espoir. D'accord? Donc, comprenez bien que tout ça, là, ça rentre dans une logique qui doit faire partie de vos basiques, quoi. Enfin, par exemple, un des basiques dans l'entreprise, c'est de saluer ses hommes avant ses résultats. On dit bonjour à tout le monde. Un autre basique, c'est que ce n'est pas toi qui apportes les résultats à tes hommes. C'est tes hommes qui t'apportent les résultats. Parce que quand on t'apporte les résultats, c'est là où tu deviens responsable de celui-ci. Okay? Et tout ça, là, ce sont des basiques. Dire bonjour à chaque élève, s'intéresser à chacun. Et tout ça, là, ça rentre dans des gestes élémentaires de base qui font la différence. Et si vous faites ça avec un socle dans lequel vous êtes passionné, passionnant et positif, peu importe ces histoires de corona, ça ne change rien. Ça ne changera absolument rien. Vous aurez toujours la puissance et la capacité d'impacter les personnes. Mais attention, ça ne vient pas tout seul. Ne croyez pas, et je me permets, et je ne veux pas me poser en donneur de leçons ce soir, hein, pas du tout, parce que je suis très admiratif des personnes qui enseignent aux enfants, parce que c'est la chose la plus compliquée au monde. Voilà. Beaucoup plus compliqué d'enseigner à des enfants, à des ados qu'à des adultes. Mais juste, on peut avoir tendance parfois à croire qu'on est passionnant, qu'on est positif. Mais posez-vous la question alors, qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus passionnant, pour être encore plus positif, pour donner à ces jeunes l'envie de réussir. Franchement, vous avez vu comme c'est dur en ce moment. Entre des jeunes qui voient leurs parents avoir des pans complets de leur économie s'effondrer, entre des jeunes qui ont été déscolarisés, parce que quoi qu'on en pense, ou disent, mais depuis le premier confinement, grand confinement en France, je ne suis pas sûr que la scolarité elle soit au top niveau, quoi. Complètement décroché, quoi. C'est très dur de revenir à la motivation, de revenir en cours et tout ça. Ça va être compliqué, surtout qu'il va y avoir des restrictions à la rentrée. Donc, ça va vous demander de faire encore plus d'efforts dans la capacité d'être passionné, passionnant et positif. Surtout compte tenu de la mission et des enjeux qui sont les vôtres. C'est très important. Autre chose, le coaching psychologique. Le coaching psychologique, c'est allons plus loin. Allons plus loin. Votre job en tant qu'enseignant, c'est pas simplement de transmettre de l'information. C'est de faire que ces jeunes adultes de demain développent des valeurs juives, d'accord, qui sont, à n'en point douter, les valeurs les plus belles au monde. Mais ça veut dire que votre responsabilité, elle est beaucoup plus importante que simplement de transmettre.
Ça veut dire que votre job ne repose pas simplement sur des fondements qui sont des transmissions à travers des savoir-faire. Votre job, c'est aussi de transmettre des savoir-être. Maintenant, laissez-moi vous le dire comme je le pense et comme je l'observe. Les enfants ne nous écoutent pas. C'est comme ça, c'est un principe de base. Et ils ne nous comprennent pas. Les enfants observent qui nous sommes. That's it. Il n'y a pas d'autre chose. Et c'est logique parce que leur lobe préfrontal n'est pas formé. Le lobe préfrontal, il commence à se former depuis l'âge de 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Tiens, c'est bizarre. Bat mitzvah et bar mitzvah. Et jusqu'à l'âge de 21-22 ans. D'accord ? Tout ça là va faire qu'il va y avoir des échanges émotionnels, des libérations d'hormones. Mais ça veut dire que, en fait, par exemple, quand un parent dit à sa fille ou à son fils en hurlant « tu t'arrêtes de faire ça » ou « tu t'arrêtes d'hurler », et le gamin qui fait « attends, je ne comprends pas ». Mon père, pour me demander quelque chose, il hurle. Et moi, dès que je hurle, il me demande de ne pas hurler en hurlant. Mais cette raison qui est apportée par le lobe préfrontal, il n'existe pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va modéliser les hurlements. Parce que c'est ce à quoi il dit, tiens, mon père, pour obtenir ce qu'il veut, il le fait ou bien par la violence, ou bien par la contrainte, ou bien par la violence verbale, ou bien par les cris. Ça marche puisque je le fais, donc je vais le faire. C'est la raison pour laquelle vos élèves ne vous écoutent pas, ils observent qui vous êtes, dans vos réactions, dans vos cheminements, dans la façon dont vous gérez vos émotions. Et quand on doit transmettre autre chose que du savoir-faire, eh bien, ça veut dire que cette part de développement personnel est très importante. Il y a des enjeux qui sont essentiels aujourd'hui en tant qu'enseignant. Et une fois encore, je répète, encore plus dans une institution comme la vôtre, qui se doit et qui veut et qui transmet des valeurs qui sont des valeurs juives. C'est très important. Ça veut dire que... allez, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Avant de faire Teshuvah, j'avais rencontré mon épouse depuis peu. Et on est comme ça dans une soirée en famille. Et vous savez, dans une famille, il y a toujours un espèce de grand parrain, celui le padré qui représente un peu la famille. Et là, c'était en l'occurrence son oncle, un de ses oncles. Et à un moment donné, donc, on est à Shabbat et à un moment donné, il fait le birkat. Et moi, je vais chercher quelque chose dans la pièce et il s'arrête et il me dit t'es chômeur Shabbat? À l'époque, je ne l'étais pas. Je le suis aujourd'hui, je ne l'étais pas à l'époque. J'écoute non. Et pourquoi? Parce que pour l'instant, ça ne me parle pas. J'ai besoin d'en apprendre un peu plus. Et puis, tu sais, moi, j'ai mes enfants qui sont à Rouen. Donc, tous les vendredis soirs, je vais les chercher et je les ramène. Donc, si j'étais chômeur Shabbat, je ne pourrais pas le faire. Ils sont trop petits pour pouvoir prendre le train. Donc, quoi qu'il arrive, ça poserait vraiment problème. Mais, soyons clairs que pour l'instant, ça ne me fait pas écho chez moi. Et il me regarde, il me fait, tu sais, si tu veux devenir un bon juif, et là, j'ai coupé court tout de suite. Voilà, je t'explique. Voilà. Alors, Michel, on ne se connaît pas, mais laisse-moi te dire une chose. Et je vais être très clair avec toi. Voilà. S'il y a une personne qui n'a pas le droit de me dire ce que c'est que d'être un bon juif, c'est toi. Parce que si tu crois être un bon juif, c'est lire le Birkat Amazon ou faire des bonnes brachot avant Shabbat, crois-moi que tu es complètement à côté de la plaque. Parce que tu sais, le peu que je sais de la Torah et du judaïsme, c'est qu'avant toute chose, il faut travailler ses midotes. Maintenant, je t'alerte juste sur ce soir le fait que tu as insulté ta femme à table, tu lui as fait honte, et que franchement, c'est parce que je ne te connais pas, sinon je t'aurais insulté. Parce que de réduire une femme comme ça et de l'humilier comme tu l'as fait, bah franchement, vaut mieux que tu sois musulman, quoi. Voilà. J'aurais moins pitié pour toi. Donc, tu sais quoi? Moi, je t'invite à te faire accompagner, à travailler sur tes valeurs. Et puis, après, je pense que les rituels que tu es en train de faire vont prendre sens. Ok? Moi, les rituels, ils font peut-être pas sens,
mais tu ne me prendras jamais à défaut de faire du bisaïeul à mon épouse ou des choses comme ça, quoi. Jamais. Parce que ça s'appelle du développement personnel. Et donc, c'est important que concrètement, tu ne donnes pas envie, quoi. Et peu de temps après ça, je suis allé rencontrer l'autre famille de mon épouse à Marseille. Et là, ça a été une sorte de révélation, parce que je voyais des personnes qui faisaient Shabbat dans la joie, pour qui ça faisait sens, avec des vraies valeurs, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup aussi d'acceptation de ta différence. Et je me rappellerai toute ma vie de dire à Sarah, tu sais, franchement, ils donnent vraiment envie, quoi. Ils donnent vraiment envie de faire Shabbat, ils donnent vraiment, parce que quand tu les vois, ils sont tellement bien, les chouchous, que franchement, ça donne envie. L'autre pan de ta famille, je pense que ils sont devenus religieux pour les mauvaises raisons. Et je le crois encore aujourd'hui, profondément. Mais c'est juste important de comprendre que on ne peut donner que ce que l'on est. Vous ne pourrez transmettre que ce que vous êtes. Ça veut dire que tout l'enjeu de la transmission d'aujourd'hui, surtout dans nos missions, qui sont des missions de transmettre, okay, et mon job comme le vôtre, il est équivalent. Notre job, c'est de transmettre pas simplement des connaissances ou des compétences. N'importe qui peut le faire. Ce qui est le plus beau et ce qui change une vie, c'est de transmettre des savoir-être à travers qui nous sommes. Et particulièrement chez vous, particulièrement avec les enfants, les enfants, ils observent qui on est. Ça veut dire que votre job à chacun d'entre vous, là, pour passer cette période-là, c'est de vous poser une question. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour être une personne qui est bien avec elle-même, qui est tellement heureuse qu'elle donne envie, on a envie de te ressembler, quoi. Voilà. Ça sera un petit peu mon mot de la fin, et si vous voulez, je peux répondre à 2-3 questions si vous en avez. Est-ce que j'étais clair sur tout ce que j'ai exprimé ce soir? Vous pouvez me dire ça dans le chat, n'hésitez pas. Et si vous voulez, je vais prendre 2-3 questions. Vous pouvez poser dans le chat, ou alors je pense que vous pouvez réactiver vos micros. Merci. Alors j'entends que c'est une mission, tout ce que je dis ce soir, parce que c'est bien plus facile à dire, à faire, mais je veux juste simplement vous mettre dans un mode de réflexion et permettre à ce que chacun d'entre nous puisse prendre la mesure de ce que nous avons à produire. Et une fois encore, la mission qui est la vôtre, elle est plus importante que la mienne. Moi, je m'adresse à des adultes, des personnes qui ont eu des parcours de vie, donc qui sont dans des réflexions, qui sont dans des attentes, dans des besoins. Vous avez affaire à des enfants qui souvent ont décroché. C'est difficile, nos enfants n'ont pas envie. En plus, ils ont une telle pression que c'est compliqué de motiver. Ça veut dire que notre mission, votre mission, elle est encore plus dure. Voilà. Alors, j'ai manqué le début de la conférence. Comment peut-on recevoir l'enregistrement pour rattraper le début? Écoute, moi, j'ai envoyé l'enregistrement sur le cloud. Je pense que c'est la réunion qui a été organisée par Benjamin. Donc, Benjamin va vous la renvoyer, je pense. On fera tout ça pour ça. Merci, c'est super. Ah, être positif. Merci, Elie. Est-ce que je peux… Mais oui, je vais développer être positif. Tu as raison, parce qu'en fait, c'est une question qui est vachement intelligente. Et je te remercie de me la poser parce que c'est pas dû à tout le monde d'être positif. On pense qu'on est tous positifs. Maintenant, vous savez que la plupart des choses que nous employons sont des termes interrogatifs. D'accord? Alors, être positif, ça veut dire quoi, mes chouchous? Ça veut dire d'abord que le cerveau il ne perçoit pas la négation. Le cerveau ne perçoit pas la négation. Ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je dis à ma fille, ne renverse pas ton verre, comme le cerveau ne perçoit pas la négation, pour comprendre ce que je lui ai en train de dire, elle va se faire une représentation mentale du verre renversé. Ok? Et elle va faire ça. Quoi? Et toi, tu vas dire, mais enfin, je viens de te dire de ne pas renverser ton verre. Mais qui est maladroite. En plus, je vais confondre comportement et identité, c'est encore plus grave. Alors que si j'avais dit juste à ma fille, chérie, sois vigilante, tiens ton verre droit, s'il te plaît. La représentation mentale, elle est avec. Ok? Ça peut paraître anecdotique, mais vous devez savoir que dans notre culture, la culture française, près de 50% de nos interrogations
sont interro-négatives. C'est important. Tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Et notre job, c'est d'être positif, quoi. Ça va être la première chose. C'est-à-dire, déjà, dans ta communication, dis ce que tu veux voir chez la personne. Ok ? Tu as un enfant qui ne réussit pas, ça ne sert à rien de lui dire, écoute, c'est pas grave, on ne réussit pas toujours du premier coup, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Non, quand tu dis à quelqu'un ne t'inquiète pas, tout ira bien, il s'inquiète. Ok ? Quand quelqu'un dit n'aie pas peur, la personne elle va flipper encore plus. Ok ? Alors du coup là, écoute, moi j'ai eu ça par exemple avec mon fils sur les mathématiques. À un moment donné, il avait vraiment des difficultés avec les mathématiques. Et un jour, je dis voilà, je t'explique chérie. Il va se passer quelque chose de magique. Quand tu fais un exercice de mathématiques, quand ta prof elle t'en donne un, je te donne le secret, c'est d'en faire 3. C'est-à-dire, tu fais celui que la prof elle t'a donné et t'en fais 2 autres. Un, c'est le même, et un autre, tu changes les chiffres et tu essayes de voir si ça convient. Parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir qu'à un moment donné, à force de faire cet exercice-là, tu vas développer ce qu'on appelle la pensée mathématique. Et c'est un truc qui va venir comme ça. Ça va venir. Je ne disais pas, ne t'inquiète pas, ça va venir. Non, non, non. C'est, regarde, fais des exercices, fais des choses, et tu vas voir qu'à un moment donné, dans ta tête, ça va faire comme ah oui, Eureka. Ça va être exactement la même chose. D'accord? Donc, souligner ce que les enfants font de bien. Et, vous savez, on vit dans un monde dans lequel un jeune adulte de 20 ans a reçu à peu près 22 à 26 000 heures, pardon. 20 ans, entre 22 et 26 000 heures de marque d'attention négative. Et après, on s'interroge de la raison pour laquelle la France est en 2e position après le Japon sur l'utilisation des neurotropes pour les enfants. Tu ne peux pas recevoir 22 000 heures de marque d'attention négative et avoir une estime de soi qui est au top. D'accord ? Moi, j'appelle ça le syndrome des chevals, parce que c'est très important, ce syndrome. Tout le monde va connaître le syndrome des chevals au moins une fois dans sa vie. D'accord ? Alors, je vois dans certains de vos regards, on dit des chevaux. Je le sais. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Je suis avec ma fille, on est dans les alpages, à l'époque j'habitais à Haute-Savoie, et il y a des chevaux, et ma fille elle me dit oh, regarde papa comme ils sont beaux ces chevals. Et là, démarrage d'un coaching positif ou négatif de mon enfant. Alors il y a une école, première école qui dit bah, ma chérie, on ne dit pas des chevals, on dit des chevaux. Il y a une deuxième école, pas terrible celle-là. T'as raison ma chérie, ils sont beaux ces chevals. Parce que là après, il faut comprendre le truc. Et puis il y a la 3e école, l'école Betrivka. L'école Betrivka, ils vont dire tu as raison ma chérie, ils sont très très beaux. Et là, je sens l'angoisse chez vous. C'est quand tu dis qu'elle s'est plantée. Mais vous avez le temps. Moi, j'ai le temps pour éduquer ma fille. Vous savez, le parent qui va dire on ne dit pas des chevals, on dit des chevaux. C'est vrai que immédiatement, il va la rendre plus intelligente. OK ? Mais il va limiter la confiance qu'elle aura de s'exprimer. Parce que dans sa tête, ce n'est pas clair. Il va falloir qu'elle réfléchisse. D'ailleurs, les enfants bègues ont tous un point commun, des parents qui n'en finissent pas d'avoir raison. À force, le gamin, avant de dire quelque chose, il surréfléchit et du coup, les images vont plus vite que le son et il y a un problème. Dans 80% des cas, vous avez un parent qui dit « Ah non, 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 chevaux, on ne dit pas des chevaux, on dit des chevaux, sans arrêt. » Stop. Et vous savez, je déménage, je vais en Normandie et là, il y a des chevaux parce qu'avec les vaches, c'est pas facile. Et quand il y a des chevaux, je regarde ma chérie comme ils sont beaux ces chevaux. Et je vais vous dire ce qu'elle pense, ma fille. Ma fille, elle pense mon père, il est exceptionnel. Bon, elle a raison. Okay. Mon père, il est exceptionnel. S'il veut que je sois enseignante chez Betrivka, je serai enseignante chez Betrivka. L'autre, le fils du père qui dit on ne dit pas les chevaux, on dit les chevaux, il va dire mon père est un idiot. Je lui parle émotion, il me parle orthographe, on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'accord ? Et être positif, ce sont deux choses. D'abord, un, vous assurer
que de façon systématique, vos paroles soient le plus formulées de façon positive possible. Voilà ce que je veux, pas voilà ce que je veux pas. D'accord ? Et puis ensuite, ça ne sert à rien de dire à un élève, tu sais, je veux plus que tu ailles trop vite quand tu fais, chaque fois qu'il y a des devoirs ou chaque fois qu'il y a un contrôle, tu vas beaucoup trop vite. Je veux plus que tu fasses ça. D'accord ? Non, c'est de lui dire, ok, voilà, je t'explique. Si tu avais pris 5 ou 6 minutes de plus à relire l'énoncé, tu aurais encore mieux compris. Donc la prochaine fois, ce que je te demande, c'est de prendre le temps. Tu vas te prendre sur l'heure, tu te prends 10 minutes juste pour comprendre le problème. Et seulement après, tu démarreras. Juste essaye ça la prochaine fois et tu viendras me parler, tu verras ce que ça donne. D'accord ? Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va faire la différence. Moi, je me rappelle, je vais vous donner un exemple qui peut paraître hallucinant. Un jour, j'étais avec mon fils et mon fils, je dis comment ça se passe à l'école et tout. Il me dit, bah écoute, ça se passe bien à part en orthographe, mais je suis nul. Je dis, pardon? Je dis, bah oui, je suis nul. Je dis, alors, je t'explique, mon fils. Ça, j'ai suffisamment dit pendant des années pour que toi, tu aies pu à le dire. Voilà. J'ai fait des études pour ça. Donc, c'est interdit. Ce mot nul, il est interdit dans la famille. Donc, je t'interdis de le dire. Ah non, mais c'est pas moi qui le dis. C'est mon prof. J'ai dit, ton prof a dit que tu étais nul. Non, il ne me l'a pas dit. Il me l'a écrit. C'est quoi cette histoire? Et donc, il me montre une dictée. Le gamin, il était petit. Hein. Il me montre une dictée. Et là, effectivement, 5 fautes. Chaque faute comptait 2 points. C'était sur 10. 0. 0 souligné en rouge et à côté marqué nul. Donc moi, j'ai repris et je lui ai dit, écoutez, le père du nul vous demande un rendez-vous vendredi prochain. Je vais venir chercher Kenjin. Ce serait sympa que vous m'accordiez 5 minutes. Je n'ai pas besoin de plus. Bon, on fait l'échange. Le vendredi arrive. Il me dit, bah, écoutez, venez, on va s'asseoir avec le petit. Je dis, non, le petit va rester dehors parce que ce que je vais vous dire, vaut mieux pas qu'il entende en fait. Voilà. Ça va rester entre nous comme ça. Donc je demande à Kenjin de rester dehors. Je dis, voilà monsieur, c'est un truc que je déteste faire, mais je lui ai mis en avant mes diplômes, juste pour qu'il sache que j'étais pas... Je dis, voilà, monsieur, d'abord, je vous interdis de marquer nul sur une copie. Et je vais vous dire une chose, le nul, c'est pas mon gamin, c'est vous en fait. Et je veux qu'il y a quelqu'un qui doit vous le dire, qu'en tant que prof, vous êtes vraiment très nul, quoi. Parce que la différence aujourd'hui, c'est que mon fils, là, il croit profondément qu'il est nul en orthographe, alors que, globalement, il n'a fait aucune erreur d'orthographe. Donc, est-ce que vous prenez conscience des conséquences d'un acte comme celui-ci? Je vous explique. 5 phrases. À chaque fois, mon fils, il avait oublié la majuscule en début de phrase. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'en substance, j'ai un enfant qui n'a fait aucune erreur d'orthographe parce que tous les mots étaient bien orthographiés, donc il devait avoir 10 sur 10. Mais en l'occurrence, il a oublié de mettre les majuscules en début de phrase. Et j'ai dit, écoutez, moi, je vous en veux pas que vous ayez mis 0. Ça ne me dérange pas qu'il ait 0. Ce qui me dérange, c'est le jugement de valeur qui va derrière parce que des gens comme vous, c'est ultra handicapant. Parce que ce gamin-là, il va développer tout un système de croyances comme quoi il est nul. Et la prochaine fois qu'il fera une dictée, il va avoir des angoisses. Monsieur, si vous aviez pris 10 secondes avec cet élève pour lui dire, voilà Kenjin, je t'explique. Je t'ai mis 0, mais tu aurais dû avoir 10 sur 10 parce que tu es bon en orthographe, mais tu as juste oublié la majuscule. Et que si tu avais regardé au-dessus du tableau, tu aurais vu qu'il y avait toutes les lettres qui étaient écrites en minuscules. Donc continue, parce qu'en orthographe, tu es très bon. C'est dommage d'avoir 0 alors que tu es très bon. Monsieur, ça vous prenait combien? 5, 7 secondes à dire ça? Et mon gamin derrière, il n'avait plus de problème. Sauf que lui, là, il en fait une psychose suffisamment pour dire, papa, je suis nul en orthographe. Comment on arrive? Alors déjà, avec des enfants qui font des fautes d'orthographe, c'est complexe, mais comment on arrive à faire ça avec un enfant qui ne fait pas de faute d'orthographe? C'est-à-dire que, et surtout, combien de parents vont le lui dire? Voilà. Et donc, il a eu franchement une réaction intelligente. Il a appelé Kenjin, il lui a dit, écoute, regarde ta feuille, est-ce que tu vois une faute d'orthographe? Moi, j'ai dit, écoute, Kenjin, c'est pas un piège. Est-ce que tu vois des fautes? Il me dit non, à part le... Tu vois là, tu as tout compris. Et donc, le professeur lui a dit, écoute, c'est vrai, j'aurais pas dû te mettre nul parce que j'ai écrit ça trop vite. Il s'est excusé
j'ai trouvé intelligent pour le coup. Mais c'est juste important de comprendre que c'est ça être positif aussi. C'est que face à la difficulté, allez, je vous raconte une dernière anecdote. Puis après, je vous laisse. J'ai commencé mon doctorat en neurosciences, je l'ai commencé à McGill. Et donc, là-bas, j'arrive et j'étais très bon dans la quasi-totalité des matières parce que j'étais vraiment passionné. Il y avait une matière, et notamment pas les moindres, qui était l'une des plus importantes en neurobiologie, où là, je ne percute pas l'accent écossais du professeur. En clair, il fallait vraiment être anglophone pour comprendre son accent, et je ne le comprenais pas. C'est-à-dire que malgré les efforts, je me disais, mais est-ce que je parle anglais quoi? C'est pas possible. Alors, je vais faire plusieurs choses. J'ai commencé à comprendre très vite que j'ai des lacunes dans cette matière. Dans les autres, je cartonnais, franchement. Mais dans cette matière, j'étais vraiment pas bon. Donc, j'ai commencé à m'acoquiner avec des copains, des copines pour voir s'ils pouvaient m'aider. J'ai même commencé à écouter des radios écossaises et irlandaises. Alors, je vais vous garantir que ça, les gigs irlandaises, je ne peux plus voir ça. Ok, parce que finalement, ils jouaient plus de musique qu'ils parlaient. Et puis un jour, il y a le couperet qui tombe. Et un matin, j'ai une petite note comme ça qui me dit que j'ai rendez-vous avec le grand patron de l'université, en tout cas de ma section, le soir même. Donc j'y vais à 18h. Et là, j'ai un monsieur, parce que quand même McGill, c'est quand même la plus francophone des universités américaines. Et le monsieur me fait, ben, voyons, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? J'ai écouté, s'il y a une raison pour laquelle je suis là, ce n'est pas les comportements, ça peut être que mes notes en neurobiologie. Elle me dit, ouais, exactement, David, je voulais te faire souligner une chose qui est importante pour nous. On a remarqué que tu étais passé de 2,5 à 3,5. Et je voulais te dire que j'étais là pour souligner tes efforts, que c'était important que tu restes dans cette logique de progression. Et là, moi, le mec, quand il me regarde ça, je dis, il y a une caméra cachée, il se fout de moi, quoi. C'est pas possible. C'est quand tu me vires. Et je lui dis, vous êtes sérieux? Il me dit, écoute, je sais bien que dans les autres pays, en France, vous êtes centré sur le résultat, mais là, nous, on a un problème. C'est que on est plus centré sur les progrès. Je voulais juste te dire qu'on a observé qu'il y avait des progrès de ta part. Les professeurs ont vu qu'il y avait des progrès de ta part. Est-ce que nous, on peut se mettre en assistance? Et je dis, voilà, écoutez, je ne sais pas si vous pouvez me mettre en. Je ne veux pas dire que le prof, il n'est pas bon. Le prof, il est excellent, sa matière est superbe. Juste, je ne le comprends pas. J'ai un problème d'oreille avec son accent. Je n'arrive pas à percuter son accent. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est de la mienne, c'est à moi de m'adapter, machin truc, je reprends ma responsabilité. Ok, David, pas de problème. Juste, je te demande de continuer tes efforts. Parce que c'est très important que tu restes. C'est une matière qui est l'une des plus grands coefficients. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être bon dans cette matière. Tu ne peux pas ne pas avoir la moyenne, sinon tu ne vas pas pouvoir valider ton année. Donc, continue, vraiment, on est présent avec toi. Bon, je rentre. Je suis un petit peu dépité, mais je reste encouragé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il m'a pas coulé les pédales. Il aurait pu simplement dire, David, je t'explique. T'es 2,5, 3,5, en dessous de 12, on ne te prendra pas. Donc, perds pas ton temps. Non, le mec, il souligne. Le lendemain matin, on a cours avec ce même prof à 9h. Et là, quand j'arrive, il y a le dirigeant, il y a le prof. Et là, le dirigeant qui dit, est-ce qu'il y a dans cette salle d'autres personnes que David? Donc, il me pointe du doigt, le mec, que David qui a des problèmes avec l'accent du professeur. Et là, je me dis, mais il est fou, en fait. Cet homme est complètement fou. C'est-à-dire que j'avais le sentiment d'être en 42. On était en train de me balancer, quoi. Vraiment. Et grâce à Dieu, il y a 2-3 personnes qui lèvent la main. Et donc, le professeur vient me voir et me dit, OK, il me parle plus lentement et il me dit, voilà, je t'explique. Tous les mercredis, je vais vous prendre tous les 4. Et on va se prendre 3 heures ensemble et je vais reprendre tous les cours avec vous lentement. Parce que comprenez que ce n'est pas votre problème. Moi, si en tant qu'enseignant, je n'arrive pas à me faire comprendre, ce n'est pas normal que j'ai des élèves qui soient brillants dans des matières et que dans la mienne, ils ne soient pas brillants parce que mon accent n'est pas bon. Donc, on a vu l'université, t'inquiète pas, je serai payé pour ça. Ils vont me donner 3 heures. Je vous prends tous les 4 en cours particulier pendant 3 heures.
Juste, vous me donnez vos mercredis après-midi et on reprendra toute la matière pour être sûr que, OK, à la fin d'année, j'étais dans les 3 meilleurs de cette matière-là. Et cette matière a fait que j'ai eu largement mon doctorat avec. Même si mon doctorat, je l'ai passé dans une autre université après, mais c'était ces notes-là qui m'ont permis de pouvoir accéder à tout ce que je voulais faire. Et c'est ça, être inconditionnellement constructif et positif. Et c'est ça qui va faire que quelqu'un qui aurait pu complètement être découragé va avoir le feu sacré et va y aller. Et en cette période, qui est une période très difficile, hein, comprenons-le, on a vraiment besoin d'avoir des personnes comme vous qui vont être passionnées, passionnants, positifs et qui vont transmettre des valeurs, qui vont incarner ces valeurs et qui donnent envie. Voilà. Donner envie plus que jamais. Et vous savez quoi, pour donner envie plus que jamais, il faut se donner envie à soi aussi. Voilà. Donc, on a tous nos parcours de vie, on a tous nos fêlures, nos faiblesses, moi le premier. Hein. Mais j'essaye tous les jours d'être de plus en plus heureux de vivre avec moi-même. Et franchement, c'est un bon point de départ. Voilà, mes amis. J'espère que j'ai été clair et que ça a pu vous aider un tout petit peu dans la mission qui est la vôtre. Et n'hésitez pas à me solliciter si pendant l'année, vous avez besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup d'apport sur les choses un petit peu plus spécifiques. Je serais très heureux. C'était particulier pour moi ce soir parce que je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport au corona. Je ne sais pas comment on va être mangé avec le coronavirus, mais je voulais juste partager quelques visions du monde face à l'enseignement pour qu'on puisse nous adapter parce qu'aujourd'hui, c'est le grand maître mot. En tout cas, merci de votre confiance. C'était cool. J'espère vous voir et un jour qu'on fasse ça en dehors qu'un Zoom. Voilà. Qu'on puisse respirer ensemble et puis faire une bonne Séouda après une bonne conférence. Ça pourrait être sympa. Voilà. En tout cas, bravo pour toutes vos missions à vous. Merci beaucoup. Je demanderai à Benjamin, merci. Je demanderai à Benjamin qui vous renvoie la conférence si vous voulez la réécouter. Et je pense que d'ailleurs, quand ça réécoute, ça doit faire avec beaucoup moins de coupures. Ça marche? Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes très prochainement. Voilà. Et prenez bien soin de vous. C'est important. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.